J'ai peur des gluants, des liants, des poisseux, des gélatineux et de tout ce qui brille. Ils cherchent à fusionner, à me transformer en gélatine, à me diluer en visqueuse. La viande me fait peur. C'est son côté rouge. Elle m'étouffe. Le steak haché, il dégorge de jus rouge. Je l'éponge avec la serviette. Je le retourne pour l'éponger de l'autre côté. C'est une prise de tête. Quand je vois le jus comme ça se bloque dans ma gorge. Et je me mets à avoir des bouffées de chaleur, à devenir rouge. Et si on me laisse devant mon assiette, ça part en crise de panique. Le cœur s'accélère, la tête tourne. J'arrive plus à reprendre ma respiration. Mon cœur s'accélère. Ça tourne en véritable panique. J'ai l'impression qu'il va me bouffer mon steak. Patrick Wolf, donc moi je suis actif dans une association qui s'appelle la PAB, donc l'association des parents d'anorexiques et de boulimiques. Et nous avons tout de suite répondu favorablement à cette proposition de conférence qui s'est tenue le 2 juin. Et donc le titre, je crois, nous a tout de suite paru excessivement évocateur. On n'a rien vu venir. Alors je vais le dire très simplement. Quand on devient parent, on a beaucoup d'aide autour de nous, à la maternité, en famille, etc. Et puis après, quand nos enfants sont petits, c'est pareil, on est accompagné, on n'est jamais seul. On sait quoi faire lorsque nos enfants présentent des signes qui doivent nous alerter sur la maladie. Malheureusement, après, quand ils grandissent et que justement, ils peuvent être confrontés à des troubles du comportement alimentaire, et bien là, on se retrouve complètement tout seul. Et ce qu'on a voulu à travers cette conférence, c'est justement avancer sur le fait que quand on dit on n'a rien vu venir, malheureusement, c'est déjà un peu tard. Je m'appelle Christine Durive-Brucker. Je suis chercheure en anthropologie et en psychologie sociale, maître de conférences honoraire à l'Université Lyon 2 et également auteur d'essais et de poésie. Alors, dans le cadre de la conférence du 2 juin, j'ai présenté cet ouvrage, Elle avale les levées du soleil, dont certains extraits ont été lus par la comédienne Laurie Inversen. Donc ce récit, qui est on pourrait dire un monologue poétique, met en scène l'histoire d'une femme, le récit peut-être plus précisément d'une femme souffrant d'anorexie. Alors ce récit se ressource à toutes les paroles que j'ai récoltées auprès de femmes anorexiques, adultes, entre 21 et 60 ans. J'ai fait au total une 60aine d'entretiens répétés dans le temps, sur plusieurs années, en milieu hospitalier, dans des services spécialisés dans la prise en charge de l'anorexie et de la boulimie, et qui ont donné lieu à Lyon et à Paris. Ces entretiens de recherche ont donné lieu à l'élaboration d'un travail de recherche, d'un ouvrage anthropologique qui a été publié en 2017 et qui s'appelle « Expérience anorexique, récit de soi, récit de soins » aux éditions Armin Collin Duno. Alors, la femme de la personne anorexique, l'héroïne de ce récit, nous raconte comment l'anorexie est venue la prendre, comment elle s'est installée dans son existence. Elle raconte finalement ce chemin vers son propre effacement. Alors, je voudrais faire ressortir 3 points, ce qu'on a fait ressortir dans la conférence dernière, 3 points importants. Ce texte donc s'appuie sur les mots et sur les ressentis des personnes anorexiques elles-mêmes. Dans un deuxième temps, ce qu'on peut dire, c'est que ce récit ne cesse de faire écho en chacun de nous,
très paradoxalement, alors qu'on se croirait très très loin et très indemne de ces troubles. Il ne cesse de faire écho avec nos blessures les plus secrètes, avec nos vides, avec nos peurs, avec la voracité que l'on porte en chacun de nous, ou encore avec ce rêve tenace, largement partagé, d'être sans corps. Voilà. Et puis le troisième point qui est important, c'est que ce personnage anorexique ne cesse de relancer la portée de l'intrigue anorexique, mais sur un mode poétique, à partir, donc, comme je disais, de leurs propres mots. Et je voudrais souligner le fait que la poésie m'a vraiment permis de porter un tout autre regard, d'entendre autrement leurs paroles et m'a permis d'approfondir la compréhension de ce qui se joue dans cette situation assez troublante, dans cette situation anorexique. Bonjour, Joséphine, présidente de l'association Corps en révolte, une association créée par et pour des personnes souffrant d'un trouble du comportement alimentaire, avec pour objectif principal de pouvoir promouvoir la connaissance de ces maladies mentales qui sont à la fois connues et mal connues, de favoriser les partages et les échanges entre personnes malades, ce qui permet de lutter contre l'isolement et de pouvoir mieux vivre au quotidien avec la maladie, et de collaborer surtout avec les professionnels de santé parce que pour nous, c'est un préalable indispensable pour une qualité de soins adaptée aux personnes souffrant d'un trouble du comportement alimentaire. Lorsqu'on parle de prévention et qu'on parle de prévention en famille, chacun de sa place, entourage, membre de la famille, parents, frères, sœurs, peut jouer un rôle important dans la prévention d'un trouble du comportement alimentaire. Car chacun peut être témoin d'une dérive et devenir un acteur important, notamment en se posant des questions indispensables lorsqu'il constate des préoccupations un peu obsessives par rapport au poids et au corps, des pensées qui se rigidifient vis-à-vis de l'alimentation et bien évidemment des pertes et des prises de poids très importantes sur un temps court. Et toujours avoir en tête, en tous les cas dans un petit coin, que, attention, un régime n'est jamais anodin. Car oui, un simple régime pour perdre 1 ou 2 kilos, selon le contexte, la personnalité, la famille et bien évidemment plusieurs autres critères, peut être source et déclencher un TCA. Il y a également certaines pratiques sportives qui peuvent être créatrices à la source et générer un trouble du comportement alimentaire, par exemple les sports à catégorie de poids. On attire aussi l'attention sur le Nutri-Score et ses dérives. Eh ben non, il ne faut pas manger que de la catégorie A ou de la catégorie B, mais toutes les catégories. Attention, toutes ces dérives avec de bonnes intentions, que ce soit le régime, le sport ou le Nutri-Score, si on prend que ces trois-là, peuvent être néanmoins des facteurs déclenchants d'un trouble du comportement alimentaire. Si on se situe dans le cadre de l'accompagnement d'une personne qui souffre d'un TCA, il paraît vraiment essentiel, indispensable de bien connaître et de bien comprendre la maladie pour ne pas blesser et surtout ne pas induire plus de souffrance. Par exemple, il nous paraît important d'envisager les conduites à privilégier et celles qui sont à proscrire. Celles qui sont à privilégier, c'est plutôt de penser que dès la petite enfance, il faut miser, informer, communiquer, éduquer sur la diversité corporelle plutôt que sur un seul modèle unique de beauté. Ce que la société nous propose actuellement, ce corps parfait qui fait tant de dégâts. Il faut du coup développer une réflexion critique des images et des messages des médias et de la société sur le poids et l'apparence physique. Si on veut parler d'alimentation, pas parler des aliments, mais plutôt évoquer les signaux de faim et de satiété. Par contre, il faut éviter tous les jugements de poids liés aux stéréotypes et faire attention à nos propres discours sur nous-mêmes, sur nos propres jugements.
Une famille qui parle trop souvent de régime ou de bourrelet ou de gras ou de kilos en trop ou en moins pour quelqu'un qui serait plutôt squelettique ou autre, sachez que les enfants entendent toutes ces paroles. Dans la même lignée, évitez de complimenter sur l'apparence physique, notamment sur une prise ou une perte de poids. Ça semble, et ça l'est, bienveillant, j'en ai aucun doute. Néanmoins, ça donne beaucoup trop d'importance à l'apparence physique et à la prise et à la perte de poids. On peut très vite basculer ainsi sur la grossophobie. C'est une notion qu'il faut aborder pour la faire connaître et pour éviter le harcèlement que peuvent subir certains enfants par rapport à une surcharge pondérale, par exemple. Et si on en revient un peu aux aliments, surtout ne pas catégoriser certains aliments comme bons ou mauvais, autorisés ou interdits. Ne mange pas ça, c'est pas bon. Mange plutôt celui-là, c'est autorisé. Celui-là est très bon pour la santé. L'autre est vraiment mauvais. Des petites phrases anodines qu'on dit tous à un moment ou un autre. Mais lorsqu'on est dans l'accompagnement d'une personne souffrant d'un trouble du comportement alimentaire, ces petites phrases prennent une autre ampleur et peuvent, à elles seules d'ailleurs, être source d'un déclenchement, en tous les cas, favoriser une potentialité à être dans une restriction alimentaire ou dans un cadrage alimentaire trop important qui de jour en jour prend trop de place, s'inscrit dans un engrenage duquel la malade ne peut plus sortir. On vous invite également, pourquoi pas, à retenir 3 messages. Nous, personnes souffrant de TCA, ce qu'on aurait envie que vous reteniez principalement, c'est que un TCA, premièrement, c'est une vraie maladie qu'on ne choisit pas et dont on n'est pas responsable. Une maladie qu'on subit. Deuxièmement, un TCA, c'est une maladie mentale qui manipule nos pensées, qui vit dans nos pensées, même si cela se concrétise dans notre corps. Et oui, que ça soit personne malade ou famille. Troisièmement, ne restez jamais seul. Il faut en parler, consulter un professionnel. Parallèlement, pourquoi pas se faire accompagner par une association. Comme on vous disait, le plus important, c'est de bien connaître et bien comprendre la maladie. Alors, ne vous fiez pas à toutes les informations qui circulent sur Internet. Certaines sont justes, d'autres sont complètement fausses. Vous pouvez consulter notre site et prendre connaissance notamment de 2 clips vidéo que vous pourrez trouver, un sur l'anorexie, un sur la boulimie. Les regarder seul ou avec la personne qui est malade, ça peut, pourquoi pas, proposer un espace de dialogue et faciliter l'échange et le partage autour de la maladie. Alors effectivement, lorsque le diagnostic de TCA est posé, il faut être conscient qu'il s'agit de troubles mêlés, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des troubles psychiatriques, des conséquences psychiques, et puis il y a aussi du somatisme, puisque les choses se mêlent. Donc ça peut masquer effectivement, par exemple, une dépression chronique ou d'autres pathologies psychiatriques, mais qui n'apparaissent pas dans un premier temps. C'est difficile à diagnostiquer. Ou alors, on va aussi vers des maladies somatiques, telles que la maladie de Crohn, par exemple. À partir du moment où il y a un dysfonctionnement digestif, bon, c'est complexe. Alors, c'est pour ça que les équipes qui vont prendre en charge votre enfant font vraiment tout pour inventorier les causes possibles du déclenchement, j'insiste. On a évoqué les origines des troubles du comportement alimentaire, c'est multifactoriel. Donc les équipes vont chercher quelles peuvent être les causes de ce déclenchement et qui sont liées le plus fréquemment à un choc émotionnel. Donc voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que le harcèlement scolaire ou la perte d'un être cher chez un enfant qui présente des faiblesses
évidemment, n'a rien à voir avec une dépression chronique qui peut être vécue depuis la petite enfance, ou alors, bon, ça peut arriver que ça soit lié à une dysphagie ancienne, une dysphagie du nourrisson, bon, qui est possible, hein, et qui a été, je ne vais pas dire mal soignée, mais on est peut-être passé un petit peu vite dessus. Alors c'est vrai que l'intrication des troubles boulimiques et anorexiques maintenant est bien connue, hein. C'est-à-dire que l'anorexie mentale est toujours à situer dans ses rapports avec la boulimie. Qu'il y ait d'ailleurs ou non passage à l'acte boulimique réel. Les symptômes comme la peur de grossir, la mésestime de soi, la distorsion de l'image du corps, toutes les préoccupations corporelles sont présents de la même manière dans les deux types de troubles, hein, dans l'anorexie et dans la boulimie. On peut dire que, pour répondre plus précisément à la question, près de la moitié des patientes anorexiques présentent des conduites boulimiques, le plus souvent qui sont suivies de vomissements et même de pratiques de purge assez impressionnantes quelquefois. Les passages à l'acte boulimique, alors il faut les comprendre aussi comme des manières de se réapproprier la nourriture, de venger la frustration qui est souvent la frustration de la privation, hein, qui est souvent intenable et qui est très douloureuse. Et de ce point de vue, on peut dire que l'anorexie compulsive et vomitive est une forme de compromis qui permet de maintenir le rejet, le refus de l'aliment, tout en le mettant à l'intérieur de soi, hein, tout en l'éprouvant dans ses muqueuses buccales, et alors bien sûr avec des gestes vomitifs qui sont très très codifiés. Il y a une très grande, on peut dire qu'il y a une très grande avidité chez les anorexiques. Alors par ailleurs, on évalue à entre 30 et 80% des patients souffrant de boulimie qui ont présenté des antécédents d'anorexie mentale au cours de leur histoire. Alors 30 à 80 en fonction des études. La boulimie a été considérée par certains auteurs comme une tentative, une voie de sortie, une tentative de trouver une porte de sortie de l'anorexie. Mais d'autres auteurs, à contrario, l'ont considéré comme la voie d'entrée dans une possible chronicisation, hein, comme un compromis qui permettrait plutôt de s'y installer. Ce qu'il faut dire, c'est que le pronostic de guérison est strictement équivalent chez les personnes souffrant d'anorexie purement restrictive ou d'anorexie avec des crises de boulimie. En tout cas, c'est ce que soutient Thierry Vincent, hein, dans son livre « Soigner les anorexies graves », sorti chez RS en 2009. Alors déjà, qu'est-ce que la dysmorphophobie ? La dysmorphophobie, c'est pas simple, hein, la dysmorphophobie se caractérise par des pensées excessives. On a peut-être tous un peu, mais surtout développe des obsessions sur des défauts qui vont être imaginaires et des petits défauts physiques, on en a tous. Et la personne qui est atteinte de ces symptômes, eh bien, va se trouver avec une perception complètement démesurée. Alors, on peut dire qu'à partir de ces symptômes, malheureusement, peuvent se développer des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi ? Eh bien parce que pour corriger ces petits défauts, hein, qu'on grossit à l'extrême, on va tenter, là où le malade va tenter de s'engager dans un régime. Et là, cette personne risque d'être embarquée dans quelque chose qui va être totalement sous contrôle. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être assez attentif. Alors, vous en tant que parent, je serais tenté de dire que malgré toute la bienveillance dont vous allez entourer vos enfants en leur expliquant que bon, c'est démesuré, qu'ils ont une vision qui n'est pas la vision normale et naturelle, malheureusement, vous n'y pourrez pas grand-chose. Pour pouvoir soigner la dysmorphophobie, il faut passer par l'intermédiaire de soignants, hein, de professionnels. Alors,
on va dire que la prise en charge peut par exemple se réaliser par un traitement de psychothérapie cognitivo-comportementale. Bon, ça c'est fort, hein, PCC. Mais on peut peut-être faire beaucoup plus simple à l'aide d'une intervention d'une psychomotricienne ou simplement d'un ou d'une kinésithérapeute, de façon à ce qu'on remette dans la bonne voie la personne et surtout que cette malade comprenne que bon, malheureusement, la perfection n'existe pas et qu'il faut passer son chemin. La terminologie père aidance est très codifiée et définit des modalités assez précises pour une reconnaissance, même pour pouvoir avoir des personnes experts de la maladie qui puissent être salariés dans des centres hospitaliers, par exemple, pour accompagner d'autres personnes souffrant de la même pathologie. Néanmoins, justement, si on entend par père aidance l'accompagnement par des personnes concernées par la même situation, la même maladie, oui, c'est certain, cela représente une aide importante, voire essentielle. D'ailleurs, c'est ce que nous proposons dans notre association dans le cadre de nos activités Corps en révolte, mais aussi globalement, on retrouve cette pratique dans de nombreuses associations comme la PAB. De manière plus générale, on peut parler de père aidance, d'accompagnement entre pairs dès qu'on échange, partage entre parents ou entre malades notre vécu, notre quotidien. Et c'est souvent ce qui se vit dans un groupe de parole, de partage entre pairs, entre malades. Je peux témoigner qu'en tant que personne souffrant d'un TCA, cela m'apporte beaucoup de partager, d'échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. À minima, cela m'évite de me sentir seule dans ma problématique et surtout, je suis comprise par les autres, là où souvent je me sens incomprise en général. Cela permet de partager ses avancées, ses préoccupations, ses questionnements, d'explorer ensemble d'autres pistes testées par les unes et les autres. Ça représente une réelle valeur ajoutée, un vrai plus dans la vie de tous les jours pour mieux vivre au quotidien notre maladie. Alors, l'anorexie, comme la boulimie, sont des pathologies qui s'installent en dehors de la volonté des sujets. Hein, ça, c'est une chose extrêmement claire. Elles le disent toutes. Au début, je ne voulais pas ça, être anorexique. C'est quelque chose qui s'est emballé, c'est quelque chose qui m'a échappé. Hein, dans le cadre de cette étude dont je parlais, elles le disent vraiment à l'unanimité. Alors, effectivement, moi, je vais parler plus spécifiquement des troubles de l'anorexie au niveau des TCA, puisque je vais me référer beaucoup à cette étude anthropologique. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à cette question, c'est que l'entrée dans l'anorexie est très insidieuse. Elle évolue à bas bruit de la vie de toutes les personnes que j'ai rencontrées, et elle procure très progressivement des bénéfices importants, des bénéfices majeurs dont elles ont énormément parlé. C'est-à-dire que le tout petit régime anodin qu'elles pensaient contrôler va se transformer progressivement à leur insu en un refus de manger qui est de plus en plus organisé et qui va tendre aussi à se normaliser. Le déni protège massivement les personnes adolescentes ou adultes de toute intrusion psychique et leur donne l'illusion de reprendre le contrôle sur leur vie. Ce déni va donner un sentiment d'autonomie, de grande liberté, qui signe en réalité le refus de l'autre, le refus d'accepter ce qui vient d'autrui, mais aussi d'autres refus, celui de grandir, le refus du désir, du corps en transformation, le refus de devenir femme. La puberté me faisait tellement peur, me dit une personne. Je n'avais pas du tout la notion que c'était le début de l'anorexie, cette peur de rentrer dans la vie adulte. Donc il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. C'est vrai que dans un premier temps, je souligne une fois de plus cet aspect important, l'anorexie vient les sortir d'une mauvaise histoire, d'une détresse profonde,
d'un impossible à vivre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle ne demande rien, aucune aide, comme si tout allait pour le mieux. Personne ne voit rien venir, tellement les débuts sont euphorisants. Alors, le plus difficile, on s'en doute, dans la prise en charge de l'anorexie, c'est de lever ce déni, au moins partiellement, pour que puisse s'engager la mise en place d'un soin, parallèlement, mais aussi au-delà de la réalimentation à tout prix. Voilà. La gravité du déni constitue peut-être et sans doute un critère d'évaluation important de la gravité de la maladie. Alors, les origines sont multiples. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers des conceptions multidimensionnelles qui vont intégrer les aspects biologiques, génétiques, neurologiques, cognitifs, psychologiques et même sociaux. Et même aujourd'hui, on parle encore d'une autre étiologie qui est l'étiologie microbienne, avec des dysfonctionnements au niveau de l'équilibre bactérien. Alors, le défi actuel, c'est vraiment de mieux identifier les facteurs complexes qui expliquent pourquoi certains individus évoluent vers ces formes de pathologie et d'autres non. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour résumer, on peut dire que ces pathologies émergeraient de facteurs prédisposants, comme des facteurs de personnalité ou un environnement familial, des désorganisations familiales, des familles trop exigeantes, par exemple. Et ces facteurs prédisposants sont eux-mêmes activés par un ensemble de facteurs que l'on peut dire déclenchants, un régime, par exemple, pour se mettre aux normes esthétiques. Elles sont très sensibles à ces normes esthétiques et souvent elles disent qu'elles ont commencé un régime à la suite d'une remarque désobligeante, blessante, ou alors à la suite d'un deuil ou d'un stress important ou d'autres traumatismes qui commencent à être pas mal étudiés. Sur le plan clinique, de façon très consensuelle parmi les personnes anorexiques que j'ai rencontrées, même parmi les auteurs, on peut dire que ces troubles anorexiques répondent à une détresse profonde face à des manifestations, à des menaces existentielles qui sont très lourdes, face à un manque de sécurité, à un manque de confiance en soi. Et sans doute, ces troubles sont destinés à faire face à une recherche de fusionnel primaire à la mère idéale. Une grande difficulté de séparation chez les personnes anorexiques. On parle globalement d'une difficulté importante à affronter l'inconnu. L'inconnu, bien sûr, c'est d'abord l'autre, l'étrangeté de l'autre, qui est toujours trop près, trop loin, trop étouffant, trop frustrant, etc., que l'on convoque mais que l'on évite en même temps. Et puis l'inconnu, c'est aussi et surtout celui qui représente l'autre sexe. Et on retrouve chez les anorexiques une vraie difficulté de l'affirmation de l'identité sexuelle. Alors, paradoxalement, cette force qui les pousse vers la destruction d'elles-mêmes, de leur corps, vers leur propre effacement, est une solution. C'est un moyen pour elles efficace de retrouver un sentiment d'identité, de retrouver une voie d'existence. Ça, c'est quelque chose de très, très sensible dans les entretiens que j'ai réalisés. Ne pas manger, c'est une manière pour moi d'appeler à l'aide, de devenir quelqu'un. Fondamentalement, l'anorexie, c'est vraiment à voir comme une réponse paradoxale du sujet à quelque chose d'insurmontable qui le menace et surtout qui ne lui permet pas de vivre. Une impossibilité de vivre, j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, une fois mise en place cette réponse anorexique, il y a tout un entretien qui peut être fait par des types de facteurs qu'on peut dire renforçants. Par exemple, ce qui est renforçant, c'est l'immersion dans la communauté anorexique, essentiellement par les réseaux sociaux, qui ont des effets d'encouragement assez morbides, des effets de rivalité, de comparaison des poids, d'apprentissage technique des symptômes. Comment faire face à la privation, comment vomir, comment calculer les calories, comment sélectionner les aliments. On parle des 10 commandements d'Anna, qui sont suivis à la lettre comme une Bible.
par un certain nombre d'anorexiques. Mais il faut noter aussi que ces mêmes réseaux peuvent avoir une valeur d'aide et de soutien vers la guérison, hein, comme une sorte d'étayage. Alors, ce n'est pas systématique, mais c'est une fonction qu'il faut aussi identifier. Comme facteur renforçant, il y a aussi la dénutrition, qui est un véritable dopage, hein, du processus anorexique. Et puis, bien sûr, hein, les pressions sociales, et puis tout l'idéal social qui donne valeur à un corps sec, ferme, tonique, aérien, dégraissé, hein, en quelque sorte qui donne valeur à un corps d'ange, et qui convient très très bien au vécu, à la problématique anorexique. Voilà, donc cet ensemble de facteurs, hein, sur lesquels on est obligé d'être un petit peu rapide, vont créer une dynamique d'entraînement et de renforcement du processus anorexique et vont instaurer un véritable cercle vicieux qui va radicaliser, qui va figer les symptômes. Alors, vraiment, je terminerai sur cette indication, enfin cette recommandation qui est partagée par de nombreux auteurs, de nombreux thérapeutes. Le passage à la chronicité doit vraiment rester l'une des préoccupations essentielles du thérapeute. Parce que, voilà, il y a cette espèce de dimension d'entraînement et de cercle vicieux qui est... voilà. Alors tous ces points, je les détaille bien sûr dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Expérience anorexique, récit de soi, récit de soins, et tous ces facteurs sont également repris sur un mode poétique dans le livre et l'aval, Les levées du soleil. Alors pour la durée, je pense qu'il faut distinguer l'hospitalisation complète de l'hospitalisation de jour. Et je serais tenté d'apporter une réponse globale concernant la durée pour parler plutôt d'une durée de soins, hein, et pas faire simplement le distinguo entre jour et hospitalisation complète. Alors, dans les deux cas, et à partir du moment où le diagnostic a été posé et qu'il s'agit d'une malade relativement jeune, hein, voilà, d'une ado ou d'une post-ado, il faut envisager une hospitalisation, une durée de soins de l'ordre de 3 à 6 mois en intensif, en sachant que de toute façon, on doit avoir en tête dès le début qu'un soin de ville, donc un suivi, sera nécessaire pendant plusieurs années. Alors, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant, hein, mais c'est simplement justement pour éviter la rechute. Et dans les deux cas, on va réussir ce délai, déjà si la maladie a été diagnostiquée très tôt, d'accord, si elle n'est pas encore chronique, ça c'est le point 1. Et le deuxième point qui est absolument essentiel, c'est si le ou la malade entre bien dans une volonté de se soigner, c'est-à-dire que si elle ne se trouve pas dans le déni. L'hospitalisation complète n'est pas véritablement une nécessité. Et puis là, j'ouvre une parenthèse vis-à-vis des familles, hein, que vous êtes et pour vos enfants. Il ne faut surtout pas mettre en avant le fait que si tu ne fais pas d'effort, on va t'hospitaliser de manière entière, quoi, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut prendre cette question avec beaucoup de précaution. De toute façon, c'est au pédopsychiatre ou au psychiatre d'en décider en fonction de la gravité et de l'avancement de la maladie, d'accord ? Et puis aussi, bon, on l'a évoqué précédemment, de la volonté du malade de soigner. Mais, alors je reviens sur un point quand même, il y a des urgences, hein. C'est sûr que quand on a un taux de masse corporelle qui est vraiment trop faible ou qu'il y a une dénutrition qui est considérable, là, il n'y a pas à discuter. Oui, on va passer par une hospitalisation complète. Mais quand je dis que ce n'est pas une nécessité, c'est qu'il y a d'autres solutions. Et justement, c'est un peu aussi l'objectif, hein, de cette conférence, on n'a rien vu venir. Ben justement, si on anticipe,
et si on est capable de voir les signaux, on peut se contenter d'une hospitalisation 2 jours, par exemple. Et là, c'est une excellente réponse aux besoins de soins. Ça apporte des résultats qui sont très intéressants. On peut aussi le gérer d'une autre manière, c'est-à-dire que si votre enfant est déjà suivi par un pédopsychiatre ou un psychiatre de ville, eh bien un travail d'équipe avec une psychologue, là aussi va aider votre enfant, va aider le malade à retrouver le bon rythme et à faire le travail qui va l'aider à aller vers la rémission. Et donc, dans ce cas-là, on n'a absolument pas besoin de recourir à une hospitalisation complète. Et puis, là aussi, je souligne, j'insiste, c'est vraiment aux professionnels d'organiser le choix. Donc, ce n'est pas aux familles d'insister et de prendre la décision. Nous, familles, nous ne sommes pas des thérapeutes. Alors, en revanche, il est admis depuis plusieurs années, et ça c'est aussi une recommandation de la Haute Autorité de Santé, que l'hospitalisation complète doit être vraiment limitée. L'objectif, c'est de ne pas couper le malade, le patient, là où le malade, on ne va pas genrer, de sa famille. Et ça, c'est très important parce que la famille contribue aux soins, elle y participe le plus souvent. Et ça, c'est à inclure dans ce que l'on appelle l'alliance thérapeutique. Et grâce à l'alliance thérapeutique, eh bien, on peut faire avancer le malade sur le soin. Ça, c'est le premier point. Et puis surtout, ne pas le couper de son environnement familial, mais également social, puisque l'hospitalisation à temps plein va quand même avoir pour conséquence de faire que cet adolescent, par exemple, ne voit pas ses amis, ne puisse éventuellement pas communiquer avec eux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle l'hospitalisation complète n'est pas vraiment une nécessité et tout le monde essaye de faire en sorte de s'en passer quand c'est possible. Donc effectivement, c'est une question qui revient souvent. Et justement, par rapport au thème de la conférence, on essaye véritablement d'éviter on n'avait rien vu venir. Mais quand c'est presque chronique, et là, dans la question posée, il y a un peu de ça. D'une part, on a une malade qui est dans le déni et qui ne communique pas avec sa famille sur sa maladie, qui ne veut pas communiquer. Et d'autre part, une famille qui est totalement désemparée parce que, s'agissant de majeurs, eh bien, on est confronté effectivement à un refus de la part des soignants d'apporter de l'information. Alors, ce que je voudrais indiquer, c'est que pour vous, en tant que parent, et aussi en tant que personne de confiance, parce que tant que votre enfant, bien que majeur, reste sous votre responsabilité, c'est vous qu'on va interroger, par exemple, pour une appendicectomie. Donc là, c'est exactement la même chose. Il faut savoir qu'il existe une possibilité, vous avez la possibilité d'obtenir des informations de la part des soignants. Ça s'appelle la consultation sans patient. Alors évidemment, on va pas, le médecin, le psychiatre ne va pas vous donner des informations qui l'entraîneraient dans un délit. Au-delà de la déontologie, il y a le secret médical, ça c'est certain, il ne va pas aller sur ce thème-là. En revanche, il a l'obligation de vous dire, voilà comment ça fonctionne, voilà le parcours de soins qui est engagé, parce que là également, votre enfant majeur ne vous dit rien sur son parcours de soins. Donc, si vous voulez être en capacité de comprendre ce qui se passe et de l'aider, eh bien, ces informations vous seront particulièrement utiles. Dans un second temps, je vais aller sur quelque chose d'un tout petit peu plus délicat. Votre enfant est majeur, il est dans le déni, il ne veut pas se soigner. Cela étant, c'est quand même vous qui subvenez à ses besoins. Donc là, je pense qu'il faut être très clair. Même si c'est difficile à vivre, il va falloir lui rappeler que ça fonctionne avec des obligations et des droits qui sont réciproques. Donc de toute façon, c'est quand même vous qui financez son quotidien, qui financez ses études, son appartement, etc. Donc il y a un moment donné où même si c'est dur,
eh bien, vous allez devoir lui dire, j'insiste sur le mot, hein, devoir, c'est pas si simple. Donc on peut en parler, d'autres parents qui l'ont fait peuvent l'évoquer avec vous. Vous allez devoir lui dire, écoute, maintenant tu te soignes, sinon je coupe les vivres. Voilà une recommandation qui peut répondre à ce type d'interrogation qui revient assez souvent. Et pourquoi on insiste là-dessus? C'est qu'on rencontre des familles tellement démunies par rapport à cet enfant majeur qu'on voit effectivement partir complètement de travers et vis-à-vis de qui on a somme toute assez peu de moyens d'agir. Alors, la réponse est oui, on peut se soigner des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi j'insiste? C'est que souvent, dans nos contacts avec les familles, les parents disent oui, mais mon enfant, ma fille, mon fils disent non, je ne vais jamais m'en sortir. Non, non, il faut vraiment avoir ça en tête. Oui, on s'en soigne, mais bien sûr, il s'agit d'une maladie psychiatrique, donc il faut de la patience. Et il faut de la patience de part et d'autre, aussi bien pour les malades que pour les familles. Et ça entraîne évidemment une notion de temps. Donc ça, c'est la première chose. Si une hospitalisation complète peut demander de 4 à 6 mois, il faudra peut-être plusieurs années de soins de ville pour qu'on soit dans une rémission totale et qu'on ne soit pas affronté au risque d'une récidive. Alors concernant le soin et le succès du soin, quelles sont les chances de guérison? Je veux dire, voilà ce qu'on connaît de façon à peu près stable, et toujours dans la mesure où effectivement la maladie a été connue et prise à temps. D'accord? Donc, dans 30% des cas, et toujours dans ce délai de 3 à 6 mois, des malades qui sont soignés de manière intensive, on s'en sort. Voilà, et on passe à autre chose. 30% suivant, il va falloir y revenir. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement gagné, mais et parfois c'est à la demande des malades eux-mêmes. Ils disent, voilà, j'ai une petite faiblesse, il faut que j'y retourne. Alors, soins complets, hospitalisation complète, pardon, ou alors hospitalisation de jour. Après, on a 30%, malheureusement, où on va soit entrer dans la chronicité, soit on va passer sur d'autres pathologies psychiatriques plus lourdes, plus complexes. On va parler de schizophrénie, par exemple, ou de bipolarité. Voilà. Donc ça fait 30 et 30, on n'est qu'à 90, donc il nous en manque encore 10. Alors sur les 10 restants, il y a 5% qui sortent des cohortes, des radars. Bon, on n'a pas de suivi, on n'a pas de nouvelles, et peut-être c'est, dans les déserts, on parle suffisamment des déserts médicaux, ça il faut en tenir compte. Et puis malheureusement, il faut quand même être conscient qu'il y a 5% de décès sur ces populations. Alors, dans les 5%, il y a des pathologies cardiaques, et ça, c'est pour ça qu'il faut être très attentif, notamment des carences en potassium, des bradycardies, et puis malheureusement des suicides. Mais au global, on a quand même 60% de succès sur le soin, donc oui, on parvient à s'en sortir. Alors je vais vous lire un tout petit extrait de Elle avale les levées du soleil, le tout début et puis la toute fin, qui ont été lus lors de cette conférence du 2 juin par Laurie Versen. Au départ, je n'y croyais pas tout à fait, pas complètement. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai même jamais pensé à ça. On croit que les choses commencent à un moment précis, comme dans les contes. Il était une fois. Je m'aperçois que le début n'est que vertige. Je voulais juste perdre un peu. Le mouvement est lent au début. Il est flou. Il a commencé sans moi. J'ai tout fait pour que personne ne voie rien. Je voulais juste attirer l'attention, mais vraiment sans plus.
Peut-être ne pas être oublié, être comme tout le monde, me mettre en conformité. Le mouvement était en route. Ça marchait si bien, c'était fascinant. Je ne suis plus arrivée à arrêter le mouvement. Je ne me voyais pas en fait, non. Je ne voyais pas mon état se dégrader. C'est allé très vite. J'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'être allée au bout de quelque chose. C'était irréel, comme dans un rêve, comme une histoire qui arriverait à une autre que moi-même. J'étais contente de moi, de savoir faire ça. Jamais je n'avais encore vécu quelque chose de si réjouissant, de tellement euphorisant. Ça ne s'arrêtait plus. Ça s'est emballé. Et j'ai commencé à aimer mon corps. Il devenait joli, actif, adapté, au goût du jour. Je le trouvais à mon goût. Ça marchait si bien. Mon corps s'est habitué. Au début, je ne voulais pas. Je ne voulais pas ça. Personne n'a rien vu. La toute fin de ce recueil, j'écoute le ciel. Toute chose s'est dévêtue. Mon image captive au pied des astres, mise à nu, fragmentée dans les restes de l'air, indifférente à ma propre disparition. La lumière se diffuse à travers les mailles serrées de la nuit, perce les fondilles de mon corps. Mon voyage vers un ultime savoir. Le vent encore et le monde de l'autre côté. Quelle est cette voix qui parle si fort au fond de moi et qui ne m'entend pas? De quelle vérité veut-elle me parler? Alors, ce qui me semble important de dire au final de ces échanges, c'est l'importance de pouvoir écouter la parole des anorexiques. Elles-mêmes ne se sentent pas suffisamment comprises et suffisamment écoutées. Et je crois qu'il est essentiel de leur donner la parole, de prendre soin de leur récit, de ce qu'elles ont à raconter, de la complexité de ce qu'elles vivent. On le sait aujourd'hui, il y a de nombreux facteurs qui sont impliqués dans cette expérience, dans ce vécu, dans la souffrance qu'elles peuvent éprouver. Et ce sont des choses qui sont, dont elles sont elles seules dépositaires et dont elles ont elles seules connaissance. Voilà, donc il est important de ne pas tout focaliser sur la reprise alimentaire, sur la renutrition, même si bien sûr c'est une dimension essentielle et importante, mais quel que soit le cadre, de pouvoir entendre ce qu'elles vivent, ce qu'elles veulent nous dire, et qu'elles puissent entendre, elles, ce qu'elles veulent. Il me semble que dans ce contexte d'écoute, on peut dénouer les dimensions, les vécus d'intrusion, la phobie, la peur de l'autre, et leur donner un espoir de reconquérir une intériorité qui soit propre, qui soit plus investie par elle-même, qui soit moins l'objet d'intrusion par des injonctions, des voix extérieures. Elles se sentent véritablement soumises à beaucoup d'injections, à une somme de paroles, de discours extérieurs, y compris les discours sociaux, comme on le disait tout à l'heure. Et je crois que c'est important qu'elles puissent retrouver leur propre voix. Pour conclure, je voudrais juste vous parler de la petite étoile. Je fais une référence à Saint-Exupéry. On peut être dans un orage terrible, tout est noir, on ne voit pas d'issue. Et puis le fait de croire à cette petite étoile, ça permet à un moment donné de voir le ciel qui s'ouvre et puis la plaine en dessous qui s'éclaire et une piste d'atterrissage, donc des pistes pour le soin. Alors les pistes pour le soin, je voudrais vous en donner quelques-unes, il y en a plein, mais déjà n'hésitez pas à contacter les associations, parlez-en à votre médecin généraliste, il va être une très très bonne piste. Vous allez pouvoir trouver
par exemple sur Amélie, vous allez avoir des réponses. Et puis, interrogez-nous sur les sites des associations. Vous allez trouver véritablement des débuts de réponses, des débuts de pistes. En tous les cas, quelque chose qui va vous aider, vous faire en sorte que vous ne soyez plus seul. Et puis, ne pas vous amener à dire un jour on n'avait rien vu venir.